Le podcast Afrique-Chine vous est offert en partenariat avec le Africa-China Reporting Project de l'Université de Wits à Johannesburg. Le China-Africa Reporting encourage des reportages équilibrés et réfléchis sur les relations Chine-Afrique grâce à des programmes de formation innovants organisés tout au long de l'année. Pour plus d'informations, allez sur le site www.africachinareporting.com. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Afrique-Chine, votre podcast dédié à l'actualité des relations sino-africaines. Je suis Christian Géronéma et je suis heureux de vous avoir pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui sur Afrique-Chine, je reçois Julien Dodu, chargé de plaidoyer de programme pour l'Afrique de l'Ouest et centrale pour Environmental Justice Foundation, EJF, avec qui nous parlerons de la pêche illégale sur les côtes africaines par les navires de pêche chinois. Mais avant de nous plonger dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais vous donner quelques annonces très rapidement sur le programme et sur ce que nous faisons sur le China Africa Project. Aujourd'hui, alors que nous enregistrons ce numéro, ça fait exactement un mois, jour pour jour, que le projet Afrique-Chine a été mis en ligne. Nous vous remercions pour votre soutien, pour vos conseils, pour vos feedbacks. Et comme j'aime toujours le dire, c'est avec vos feedbacks, avec vos commentaires que nous allons nous améliorer, que nous allons nous rendre meilleurs dans le service que nous vous offrons. Comme annoncé lors de notre mise en ligne, le premier mois de notre site internet a été gratuit et sera gratuit encore pendant quelques temps et libre d'accès pour tous afin de vous permettre de vous faire une idée, de vous imprégner et d'apprécier surtout d'apprécier le travail que nous abattons. Dans les jours à venir, seuls les abonnés pourront avoir accès à notre contenu, un contenu qui va désormais aussi inclure une newsletter hebdomadaire. On va d'abord commencer par un numéro par semaine où nous allons couvrir tout ce que la Chine fait en Afrique, tout ce que vous devriez savoir. Il y aura un résumé de l'actualité un résumé de l'actualité des questions chinoises, mais il y aura aussi des analyses en profondeur, des perspectives pour comprendre ce qui se fait, ce qui se passe, qui vous permettront de mieux saisir la portée des relations sino-africaines. Et donc, ne vous inquiétez pas, nous n'aurons pas des prix rédhibitoires, nous aurons des prix qui vous permettront justement de pouvoir rester connectés et de ne rien manquer de ce que nous faisons dans le projet Afrique-Chine. Et donc, comme je l'ai dit en introduction, je reçois aujourd'hui Julien Dodu. Il est chargé de plaidoyer de programme pour l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale au sein de l'ONG Environmental Justice Foundation, qui il y a quelques jours a mis en ligne exactement le 4 avril, d'ailleurs quelques jours, a mis en ligne leur rapport qui porte sur la cartographie des navires de pêche chinoises qui mènent leurs opérations dans les eaux profondes, dans les hautes mers. Et l'un des lieux de prédilection de ces navires de pêche chinois, ce sont les côtes de l'Afrique. Nous avons les côtes de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique australe, mais aussi de l'Afrique centrale, notamment au Gabon, où les navires chinois font de la pêche, malheureusement de la pêche illégale. Donc, avec lui, nous allons couvrir cette thématique, nous allons couvrir cette question, nous allons aborder tous les aspects, nous allons essayer de comprendre qui sont les acteurs, comprendre les mécanismes, comment ça fonctionne. Nous allons aussi évidemment parler des conséquences de cette pêche illégale sur les populations, sur les droits de l'homme, surtout parce que dans ces pêches il y a quand même des équipages qui sont non seulement des locaux mais aussi des personnes qui viennent d'Asie centrale qui viennent d'Asie du Sud-Est notamment. Excusez-moi, pas d'Asie centrale mais d'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, les Philippines, etc. Et donc, nous allons parler de cette thématique. Nous avons eu avec lui une très, très belle discussion. Et donc, je vous invite à vous connecter. Et comme je le dis toujours, n'hésitez pas à la fin de l'émission de nous contacter, questions, feedback. Et je vais revenir vers vous avec plus de réponses. Une autre annonce, avant de passer, j'avais oublié ça, une deuxième annonce, c'est que nous aurons aussi, parce que nous l'avons déjà commencé avec le China Africa Project, nous avons des spaces en anglais où nous abordons les questions de la Chine-Afrique, évidemment, où toutes ces questions avec les auditeurs, nous recevons 2-3 invités avec lesquels nous abordons ces questions où les auditeurs peuvent poser des questions. Nous avons un échange assez riche pour éclairer l'opinion sur cette thématique qui est un peu complexe. Donc, je disais, avec le projet Afrique-Chine,
l'édition française, nous aurons aussi des spaces où nous allons commencer à discuter, nous allons commencer à aborder ces questions liées à la Chine-Afrique. Donc, n'hésitez pas, dès lors que l'annonce sera faite, restez connectés, dès lors que l'annonce sera faite, de venir participer avec des questions, avec des commentaires. Ça nous fera énormément plaisir parce que nous estimons quand même qu'il est important de pouvoir fournir l'information et la bonne information aux Africains, au reste du monde sur ce que fait la Chine en Afrique et surtout porter cela avec des voix africaines. Et donc, n'hésitez pas. Et par rapport à ces spaces et même par rapport à notre podcast, si vous avez des invités, des personnes que vous voulez que l'on reçoive, qui vous estimez que ont abordé des sujets très intéressants, qui vaillent la peine justement d'être abordés, d'être décortiqués, n'hésitez pas à nous écrire, à nous communiquer sur leur nom, leur adresse email. On entrera en contact avec eux. On parlera, on échangera et nous aurons un podcast sur un autre sujet de l'actualité de la présence chinoise en Afrique. Je vous invite sur ce à écouter notre entretien avec Julien Dodu. Julien Dodu, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes membre d'IGF, Environmental Justice Foundation, qui il y a quelques jours a publié un rapport sur la pêche illégale menée par les bateaux de pêche chinoises. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre rapport ? Alors absolument, je confirme effectivement, nous avons sorti il y a quelques jours un rapport sur l'impact de la pêche illégale et des violations des droits humains dans la vaste flotte de pêche hauturière chinoise. On pourrait dire beaucoup de choses par rapport à ce rapport. Si je peux peut-être commencer par expliquer un peu pourquoi on s'est tourné vers ce rapport et on a initié ce travail il y a maintenant déjà plusieurs années. La genèse de ce rapport sur l'impact de cette flotte de pêche lointaine, elle se trouve d'une part dans un constat. Le constat, c'est que cette flotte de pêche est de loin la plus grande au monde et qu'elle est en quelques décennies devenue une force en présence importante dans de nombreux pays et des régions, notamment des pays et des régions en développement qui dépendent fortement des activités de pêche pour leur sécurité alimentaire et les moyens de subsistance locaux. D'autre part, ce rapport il part également d'une observation de terrain. Et par observation de terrain, j'entends que nous sommes une organisation qui prend part à des enquêtes. C'est vraiment ce qui détermine notre mode d'action et qui ensuite mène à des actions de plaidoyer. Et les enquêtes que nous avons menées au cours des dernières années nous laissaient à penser que la pêche illégale sévissait au sein de la flotte lointaine de pêche chinoise, mais aussi que des violations flagrantes des droits humains des équipages n'y étaient pas rares. Oui, Julien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le contenu de votre rapport ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Qu'est-ce que vous avez constaté ? Quelles ont été les conclusions de l'enquête que vous avez menée ? Alors, on a fait un certain nombre de conclusions par rapport à une méthodologie de travail d'abord. On a cherché à déterminer la taille de la flotte chinoise, où elle opère, quelle est la prévalence des activités de pêche illégales et des violations des droits humains. Et pour ça, on a utilisé à la fois des données qui avaient été publiées par le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales chinois, mais également des données de pêche illégale, de dossiers de pêche illégale et des témoignages d'équipage. Alors, quelles sont les principales conclusions ? En ce qui concerne la taille de la flotte, déterminer sa taille avec précision, on a vite été confronté au fait que c'est un exercice qui est complexe, en particulier en raison du manque de transparence qui caractérise cette flotte. Les chiffres officiels du gouvernement chinois font état de 2700 navires industriels qui pêchent au-delà des eaux chinoises ou de ce que le gouvernement chinois considère comme étant les eaux chinoises. Mais d'autres estimations parlent de 17 000 navires. Par contre, ce qui est pour nous une certitude, c'est que cette flotte est sans conteste, la flotte de pêche lointaine la plus importante à l'échelle mondiale. Et si on peut donner peut-être un ordre de grandeur, on parle souvent par exemple de la flotte de pêche lointaine européenne. Cette flotte de pêche lointaine européenne, elle est à peu près 10 fois plus petite que les estimations, les chiffres du gouvernement chinois par rapport à leur flotte de pêche lointaine. Donc 2700 navires contre environ 260 navires. Et les localisations des activités de pêche, là encore une fois, c'est beaucoup plus simple que déterminer la taille de la flotte. C'est que cette flotte de pêche lointaine, elle pêche partout.
Elle pêche partout en haute mer, que ce soit dans l'océan Pacifique, l'océan Atlantique. On passe aussi par l'océan Indien, par l'océan Austral. Mais ce qui est encore plus intéressant, à mon avis, c'est qu'une partie significative de cette flotte opère dans les eaux de pays étrangers et, comme je le disais précédemment, particulièrement dans des eaux de pays et de régions en développement qui dépendent des activités de pêche pour leur sécurité alimentaire. Et peut-être pour en venir un peu plus précisément là maintenant sur des chiffres qui concernent la région africaine, l'Afrique compte notamment pour 3/4 des autorisations de pêche délivrées par les autorités chinoises, donc autorisations de pêche à des navires chinois pour pêcher dans des eaux de pays étrangers. Évidemment, il s'agit des autorisations auxquelles on a pu accéder, et cela concernerait jusqu'à 20 pays africains qui donc accueilleraient entre guillemets ces flottes d'origine chinoise, dont 4 des 5 pays qui comptent le plus d'autorisations émises par le gouvernement chinois dans les eaux de pays étrangers. Et là, on retrouve plusieurs pays sur la façade atlantique africaine, à savoir la Mauritanie, dans l'ordre de grandeur, la Mauritanie qui compte un grand nombre de navires d'origine chinoise, suivi de la Guinée-Bissau, du Sénégal, puis du Maroc. Mais cette présence, elle ne se limite pas à la façade atlantique, et la flotte hauturière chinoise opère aussi, par exemple, du côté de l'océan Indien, au Mozambique, en Somalie, etc. Maintenant, pour en venir à ce qui nous intéresse peut-être plus encore dans le cadre de ce rapport, c'est les activités de pêche illégale et les violations des droits humains. Eh bien, quelles ont été nos principales conclusions par rapport à ça? C'est que eh bien, la pêche illégale, elle sévit effectivement au sein de la flotte lointaine chinoise. On a recueilli des témoignages de plus d'une centaine de membres d'équipage à bord de 88 navires, et 95% d'entre eux, nous ont dit avoir été témoins de pêche illégale. Et ces témoignages s'ajoutent à un recueil de plus de 500 possibles incidents de pêche illégale entre 2015 et 2019 qui ont été recensés par des sources tout à la fois gouvernementales, mais aussi des sources de la société civile. Peut-être qu'on reviendra plus tard sur les infractions en question qui sont suspectées ou confirmées. Je pense que c'est un point aussi très intéressant. Et une fois encore, ce qu'on a constaté, c'est que l'Afrique n'échappe pas à ce phénomène. En fait, aucune région n'échappe à ce phénomène, mais l'Afrique en fait partie. Un tiers des incidents qui ont été recensés, donc des incidents de pêche potentiellement illégale, l'ont été localisés dans les eaux africaines, ce qui est pour nous préoccupant par rapport aux populations de poissons qui sont déjà fortement exploitées. Et à ces pratiques de pêche illégale s'ajoutent des violations flagrantes des droits humains, ce qui a également été confirmé dans le cadre de notre enquête et de notre travail de recherche. On a notamment donc fait témoigner et interviewer des équipages de pêcheurs, principalement des équipages de pêcheurs migrants, puisque la flotte a un recours assez massif à des pêcheurs étrangers, donc non chinois, mais aussi non locaux, mais venant d'autres pays. Et ces travailleurs qui ont été interviewés ont évoqué un vaste champ de violation des droits humains. De manière globale, 58% des membres d'équipage qui ont été interrogés ont déclaré avoir été témoins ou victimes de violences physiques, et 85% ont signalé des conditions de travail et de vie abusives à bord de leur navire. Et dans certains pays ou régions, comme par exemple le Ghana, ces chiffres sont bien plus élevés. Et au Ghana, on a par exemple atteint des chiffres de 100%. Donc où tout le monde nous a mentionné avoir été malheureusement soit témoin ou victime de violences ou de conditions de travail et de vie abusives à bord des navires. Voilà, c'était une brève introduction par rapport à nos principales conclusions du rapport. Vous avez évoqué des chiffres très intéressants. Tout à l'heure, vous dites 3/4 des autorisations délivrées par les autorités chinoises sont faits pour des navires de pêche qui viennent pêcher sur les côtes africaines. D'abord, première clarification, lorsque vous évoquez les 3/4 des autorisations, ces 3/4 des autorisations sont
fonction du nombre officiel qui constitue la flotte de pêche, ou bien ces 3/4 constituent juste ces 3/4 du nombre non officiel de la flotte chinoise? Alors en l'occurrence, il s'agit des 3/4 du nombre officiel. On s'est basé pour ces statistiques sur le nombre officiel. Et effectivement, si ensuite on se tourne vers le nombre non officiel et les diverses estimations qu'on peut avoir, le panorama peut être différent et souvent aussi revu à la hausse, à savoir qu'il y a un certain nombre de navires qui opèrent dans une situation vraisemblablement opaque ou peu clair, qui donne l'impression d'être des navires d'intérêt chinois, c'est-à-dire que les capitaines peuvent être chinois, ils peuvent être opérés par des compagnies chinoises, parfois même avoir des documents officiels chinois. Et il arrive que les autorités chinoises parfois nient que ces navires soient liés à la Chine et ne les incluent pas dans leurs statistiques, ce qui fait que si on ajoute ces navires-là, le nombre de navires et les pourcentages peuvent être encore plus élevés, en particulier au regard du fait que, en tout cas en ce qui concerne EDF, c'est une situation que l'on rencontre assez fréquemment dans les eaux africaines. Je posais la question sur le chiffre des 3/4 parce que quand même tout à l'heure vous aviez évoqué le fait que le chiffre que donnent les autorités chinoises tourne autour de 2700 à 3000 navires de sa flotte. Les chiffres officieux, notamment ceux qui ont été publiés par The Overseas Development Institute, a parlé de 16 966, près de 17 000 bateaux. Si on considère que les 3/4 ne concernent que la flotte officielle, donc ça veut dire que nous avons une bonne dizaine de milliers de bateaux qui pêchent de façon illégale et qui font partie de la flotte chinoise. Mais évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les autorités chinoises, bien qu'il y ait une forme, on saurait identifier la présence des intérêts chinois sur certains bateaux, les autorités chinoises ont tendance à ne pas les inclure dans leurs statistiques comme étant des navires de sa flotte. C'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique et je pense qu'il est très dur de quantifier avec précision le nombre de navires qui pourraient être dans cette situation entre guillemets grise, chinois, non chinois et qui pourraient pêcher illégalement. Si on se retourne vers les estimations qui avaient été fournies par le think tank que vous mentionnez dans un rapport assez détaillé, je crois qu'à la fin de ce rapport, il mentionne qu'il y a aussi une question liée à la définition que la Chine fait de ses eaux territoriales et de sa propre zone économique exclusive. Et le rapport de ce think tank s'était basé sur les eaux chinoises telles qu'elles peuvent être reconnues internationalement et évidemment les gouvernements chinois lui excluent tous les navires qui vont opérer par exemple dans la mer de Chine, etc., de sa définition de la flotte lointaine, puisqu'il considère que ces eaux sont des eaux chinoises et donc que c'est une flotte nationale, on va dire une flotte côtière entre guillemets, ce qui explique aussi peut-être la différence de chiffres. Mais au-delà d'essayer de chiffrer, je pense qu'il y a un exercice qui me paraît compliqué, et je pense que de toute manière on arrive toujours à la même problématique qui est que chiffrer une activité illégale, c'est évidemment toujours très compliqué. Tout à fait. Il faut s'y efforcer, mais c'est difficile. Par contre, ce qui est une évidence, c'est que je ne sais pas si on peut parler 10 000, 1000, 2000, je pense que c'est même, comme je le disais, un peu vain d'essayer de mettre un chiffre là-dessus, mais c'est par contre une réalité, et une réalité qu'il tient au gouvernement chinois, et je pense qu'on y reviendra plus tard, de faire face et de prendre toutes les mesures qui s'imposent lorsque justement des cas peu clairs ou des cas de pêche illégale concernant des navires dont le statut n'est pas parfaitement établi, de prendre des sanctions dissuasives et qui permettent justement d'aller vers une régularisation de la situation. Exactement. Je reviens encore sur les chiffres des 3/4. Les pays concernés, notamment en Afrique, on parle de Mauritanie, de Guinée-Bissau, de Maroc, etc. Est-ce que les autorisations que les autorités chinoises donnent à leur flotte de pêche sont faites en collaboration avec les autorités de ces pays, des pays concernés? Alors c'est une fois encore un sujet très important. Nous, chez EDF, on pousse pour qu'il y ait évidemment une coopération entre l'État du pavillon ou en l'occurrence, dans le cas présent, l'État chinois et les États côtiers qui donnent des licences. Puisque le process d'autorisation de ces navires, il est double. Les navires doivent à la fois être autorisés par les autorités chinoises à pêcher dans les eaux de ces pays, mais ils doivent aussi obtenir une licence de pêche ensuite dans les eaux mauritaniennes, dans les eaux gabonaises ou dans les eaux de Madagascar.
Il faut donc qu'il y ait une coopération entre ces deux pays, on va dire, lorsque l'on considère un État côtier, un État du pavillon ou un État de propriété. Malheureusement, ce qu'on note, c'est que cette coopération n'est pas toujours effective et qu'il arrive que des navires soient autorisés par des États côtiers sans forcément figurer dans les listes d'autorisation chinoises pour pêcher dans les eaux de ces pays-là. Ou inversement, on a aussi des navires qui ont été autorisés par les autorités chinoises à pêcher dans le pays A, mais qui se retrouvent non pas à pêcher dans le pays A, mais dans le pays B. Donc il y a effectivement, en théorie, un besoin de coopération, un besoin d'information qui circule d'un pays vers l'autre, et cela dans les deux sens. Ce n'est pas toujours le cas. Néanmoins, évidemment, les pays côtiers ont, à mon avis, une connaissance de cette situation et du fait qu'ils accueillent une partie significative de la flotte lointaine de pêche chinoise. C'est quand même surprenant ce que vous venez d'évoquer là, parce que cette problématique dure depuis plusieurs années. Il y a eu des rapports qui ont été publiés dans ce sens dans plusieurs pays, qui couvrent plusieurs pays. Dernièrement, en termes de coopération entre la Chine et l'Afrique sur cette question, en 2018, lors du FOCAC, il y avait eu un plan d'action qui avait été mis en place, et le plan d'action au niveau du point 3.5, du point 3.5.6, la Chine avait évoqué sa volonté de pouvoir accompagner les États africains à pouvoir régulariser ce secteur-là. Je cite ici, je lis une extension ce que le point évoque. La Chine soutient l'Afrique dans le renforcement des capacités d'application du droit maritime et de protection de l'environnement afin d'assurer la sécurité des ressources maritimes et de promouvoir le développement et la coopération maritime ainsi que la promotion d'approches durables, efficaces sur le plan environnemental, social, économique grâce à l'économie bleue. C'est quand même surprenant que nous sommes aujourd'hui en 2022. Votre rapport a été publié cette semaine, mais quand même ce point de coopération n'est toujours pas été manifesté entre les autorités chinoises et africaines. Ce qui nous conduit finalement à la situation que vous évoquez, où des moments où il y a une coopération, il y a des autorisations qui sont faites en collaboration avec les pays d'accueil, et puis de l'autre, parfois il n'y a même pas de coopération ni de collaboration entre les pays d'accueil et la Chine. C'est quand même assez surprenant. C'est un constat que nous partageons entièrement. Surprenant est l'un des mots qu'on peut utiliser. On peut aussi utiliser le mot décevant. Il faut aussi bien reconnaître qu'il y a un certain nombre d'accords qui ont été passés au cours des dernières années entre l'État chinois et un certain nombre de pays côtiers. C'est le cas, par exemple, si ma mémoire est bonne, entre la Chine et la Sierra Leone, par exemple, qui ont un accord de coopération avec, en théorie, des mécanismes qui permettent de faciliter une coopération autour des licences, autour des sanctions, etc. On a aussi, je crois, un exemple entre une association de pêche lointaine chinoise, sponsorisée entre guillemets par le gouvernement chinois et l'État somalien, mais on se retrouve effectivement dans une situation où ces accords de coopération dans un grand nombre de pays n'existent pas et qui sont pourtant a priori le format qui serait préférable de mettre en œuvre pour justement encadrer les activités de pêche, mais les opérateurs ont au final recours à ce qu'on peut qualifier en fait de licence privée, c'est-à-dire de l'opérateur vers l'État côtier. Mais même dans le cadre de ces licences privées, eh bien, les systèmes qui permettent de les valider, etc., que ce soit du côté chinois ou des États côtiers, peuvent être largement améliorés. On a fait un certain nombre de recommandations par rapport à ça. Donc, peut-être que des pas ont été faits vers plus de coopération au cours des dernières années, mais néanmoins, le constat que nous faisons, c'est que le chemin reste encore long, un grand nombre de pas doit encore être accompli pour justement s'assurer que les souhaits qu'émet le gouvernement chinois dans un certain nombre de documents politiques qui guident son action se traduisent sur le terrain. La tâche est d'autant plus rude et d'une grande ampleur que la flotte chinoise opère dans un grand nombre de pays.
On parlait de 20 pays africains, mais évidemment ça c'est qu'une portion puisqu'elle opère également en dehors. Et il y a très probablement encore beaucoup de travail, et c'est l'une des recommandations principales que nous formulons dans le cadre du rapport, à savoir revoir la politique entre guillemets chinoise d'accès aux eaux de pays tiers et accès aux eaux internationales également, pour la renforcer et s'assurer qu'elle soit robuste, que ce soit au niveau de l'autorisation, des activités en tant que telles, ou même, dans le cas où c'est nécessaire, les questions des sanctions. Et lorsqu'on évoque la question de la responsabilité et même des actions que peuvent mener les autorités chinoises, elle est importante parce que lorsqu'on lit votre rapport, par exemple, on découvre que dans la flotte, il y a quand même des entreprises d'État chinoises dont les bateaux participent à cette pêche illégale. Absolument. Alors le modèle chinois, si mes souvenirs sont bons, était historiquement un modèle qui était de développement de sa flotte, un modèle qui était très centralisé et très lié à l'État, qui peu à peu a eu une transition vers des entreprises privées, mais l'État reste un acteur très important en étant soit directement à la manœuvre pour un certain nombre d'entreprises, ou alors un actionnaire minoritaire dans un certain nombre d'entreprises privées qui opèrent des navires. Donc la responsabilité des autorités chinoises, elle est évidente et indiscutable. Et je pense qu'il ne faut même pas réfléchir à cette responsabilité uniquement du point de vue du fait que l'autorité chinoise, d'une certaine manière, était elle-même impliquée dans des activités de pêche illégale, mais tout simplement parce que tous les États sur Terre ont une responsabilité par rapport aux navires qui battent son pavillon, que ce soit des navires qui soient possédés par des entreprises d'État ou par des sociétés privées, mais qu'ils ont également une responsabilité par rapport à leurs ressortissants qui gèrent, opèrent ces navires. Et là, une fois encore, que ces navires soient, opérés par une entreprise d'État ou par une entreprise privée. Donc cette responsabilité des autorités chinoises, du gouvernement chinois, est indiscutable, et le rapport effectivement met d'une certaine manière en évidence l'échec du gouvernement chinois à réglementer et à contrôler efficacement sa flotte de pêche longue distance ou dite hauturière. En effet, c'est très intéressant. Dans votre rapport, quelles sont les forces que vous avez pu identifier qui sont derrière cette pratique de pêche illégale et qui sont en train de pouvoir, comme on dit en anglais, driving force, qui sont en train de les accompagner à pouvoir justement étendre leurs activités. Je tiens ici à rappeler quelques chiffres à l'attention de nos auditeurs qui nous suivent, que en 2021, la Chine a produit 65,7 millions de tonnes de poissons et de fruits de mer. Et en 2020, elle avait exporté pour 207 millions de dollars de fruits de mer et de poissons. La Chine demeure aujourd'hui l'un des plus grands consommateurs de fruits de mer et de poissons au monde. Domestiquement, les chiffres nous disent que la Chine consomme 45% de la production mondiale de poissons et de fruits de mer. Donc, c'est vous dire que la Chine est un grand consommateur de poissons. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont les habitudes alimentaires et de consommation chinoises qui sont derrière cette pratique qui pousse justement ces activités-là? Ou bien, c'est comme dans le cas du braconnage, par exemple, on constate que c'est beaucoup plus l'industrie de la médecine traditionnelle qui est derrière ces pratiques. Quelle est la situation par rapport à la pêche illégale? Je pense que les motivations derrière ces activités de pêche illégale sont évidemment multifactorielles. Je souscris absolument aux chiffres que vous avez rappelés. Statistiquement, entre 1950 et la fin des années 2010, la production de produits de la mer a quintuplé. Il y a une demande mondiale, la population sur la même période a triplé, la Chine est l'un des marchés les plus importants, comme vous le rappelez. Bon, il y a également les États-Unis, le Japon, l'Union européenne et bien d'autres. En parallèle, on a eu des évolutions technologiques qui ont permis de pêcher plus, de pêcher plus loin, aussi de pêcher plus longtemps. Et on a aussi, et là on en vient peut-être avant de passer au côté illégal, mais d'essayer de comprendre pourquoi déjà cette flotte se retrouve partout. Eh bien, c'est est-ce qu'il y a une volonté forte de l'État chinois de favoriser l'expansion de sa flotte hors de ses eaux pour des raisons multiples, dont en réponse à la surexploitation de ses propres eaux et afin de créer des opportunités d'emploi.
mentionnez et vous posiez la question de savoir quel est quelles sont les principales motivations de ces activités de pêche illégale. Au niveau macroéconomique, si je puis dire, ou au niveau étatique, je pense qu'il faut pas aussi mettre de côté la question des subventions. L'État chinois, en 2019, par exemple, aurait donné au secteur de la pêche plus de 2 milliards de dollars de subventions qui sont dites néfastes, à savoir, je simplifie, pour augmenter la capacité de sa flotte. Et ça, c'est plus que n'importe quel autre pays, je crois plus du double des autres grands pays de subventions. Faut aussi pas oublier du côté macroéconomique ou géopolitique que la flotte hauturière chinoise, c'est justement l'une des priorités géopolitiques du pays et l'une des composantes de sa stratégie de mondialisation et des nouvelles routes de la soie. Maintenant, ça, c'est pour le cadre global de l'expansion de la flotte. Si on se tourne vers qu'est-ce qui motive ces activités de pêche illégales, mais aussi au final de violation des droits humains, nous, l'un des constats que l'on a fait, et ça s'applique à la flotte chinoise, mais ça peut également s'appliquer à d'autres, c'est qu'on a en parallèle un déclin des stocks de poissons dans un certain nombre de régions et cela a un certain nombre de populations de poissons, qui en parallèle doit être associé à, comme vous le mentionnez, une hausse de la demande en produits de la mer bon marché, mais également des coûts d'opération des navires qui sont parfois en hausse, et je crois que terriblement on en a une bonne illustration en ce moment avec les questions liées à l'augmentation du coût du carburant. Et d'une certaine manière, c'est en recourant à la pêche illicite et à une main-d'œuvre qui est victime de la traite, que des opérateurs sans scrupules vont chercher à réduire leurs coûts d'exploitation et à générer des profits. Évidemment, ça pour approvisionner des marchés. Tout cela se fait dans un cadre d'opacité sur lequel on pourra revenir. Maintenant, au-delà de ces questions purement commerciales qui sont évidemment de maintenir des profits ou de générer des profits et d'approvisionner un marché qui est en hausse constante au cours des dernières années, on a aussi, comme vous le disiez à très juste titre, d'autres types de marchés entre guillemets de niche qui peuvent être la médecine chinoise, mais également certains autres marchés de niche comme les ailerons de requin, etc., qui sont l'une des motivations qui vont pousser les opérateurs à franchir le pas de la légalité vers l'illégalité en visant des espèces particulièrement protégées, parce que certaines parties de ces espèces-là vont être utilisées à des fins de médecine ou alors font partie de biens de consommation de luxe comme certaines soupes d'ailerons de requin. Donc c'est multifactoriel. On a des raisons probablement macroéconomiques, géopolitiques. On a des raisons qui sont purement microéconomiques, à savoir une motivation du profit dans un contexte qui tend à mettre une pression sur ce profit-là. Et on a aussi évidemment des marchés de niche qui attisent une demande particulière et qui font que des espèces particulièrement protégées sont victimes d'activités de pêche illégale. Cher Julien, aujourd'hui, quels sont les pays africains les plus touchés par cette pêche illégale? Alors, c'est évidemment un travail que l'on a essayé de mener. Peut-être avant de parler des pays, on peut parler des régions. D'un point de vue régional, l'Afrique de l'Ouest, dans nos analyses, ressort comme la région la plus touchée en Afrique, mais également dans le monde de manière générale. Pourquoi? Pour quelles raisons? Alors déjà, je pense qu'il faut être prudent par rapport à ces chiffres-là. Il peut y avoir un biais autour de ces données. Pourquoi? Parce qu'évidemment, l'Afrique de l'Ouest est aussi un endroit où, comme vous l'aviez déjà mentionné précédemment, il y a eu un certain intérêt pour la pêche illégale au cours des dernières décennies. Donc les projecteurs sont d'une certaine manière tournés vers cette région, ce qui fait que c'est peut-être un endroit où on obtient plus d'informations sur de possibles incidents de pêche illégale que dans d'autres régions. Néanmoins, quelles sont les raisons qui pourraient expliquer cela? Déjà, il faut revenir tout simplement au fait que c'est une zone de pêche, si on s'intéresse à la zone ouest africaine, qui est une zone de pêche qui est riche en population de poissons qui sont demandés, que ce soit des pélagiques, grands pélagiques ou petits pélagiques, des ressources démersales qui ont des marchés importants, également des céphalopodes qui sont exportés très largement hors de la région. Donc on a des populations de poissons très riches et des eaux qui sont très riches. On pense au golfe de Guinée, on pense à la Guinée, à la Sierra Leone, etc. Également plus au nord pour les petits pélagiques.
Aussi, il faut le dire que c'est une région qui a connu, je dirais, des difficultés pour établir des capacités de lutte contre la pêche illégale adéquates et pouvant lui permettre de répondre à ce phénomène. Manque de moyens pour établir des systèmes de lutte contre la pêche illégale efficaces, que ce soit par des systèmes de suivi satellitaire des navires, ou alors tout simplement avoir la capacité de se déployer en mer pour aller contrôler ce qui s'y passe, ou de se déployer dans les airs pour contrôler ce qui s'y passe. Au-delà de ces questions de moyens de contrôle, il y a aussi les moyens de gestion. Les cadres de gestion ont peut-être pris du temps et peut-être prennent du temps à se développer, ne se développent pas à la même vitesse dans tous les pays. Et ensuite, on passe aussi à la question de la bonne gouvernance qui a pu faire défaut pendant certaines périodes et qui parfois peut toujours être perfectible, et qui peut expliquer pourquoi il y a aussi un attrait de se tourner vers cette zone-là pour se lancer dans des activités de pêche illégale. Donc, si je comprends bien, l'attrait vers la zone de l'Afrique de l'Ouest est le résultat d'une combinaison de facteurs naturels, structurels et de facteurs de gouvernance. Naturels parce qu'il y a beaucoup de poissons dans les eaux d'Afrique de l'Ouest. Structurels parce que justement en termes d'éléments et de structures de surveillance et de contrôle, les pays de cette région ne sont pas forcément équipés pour pouvoir faire le travail. Évidemment, il y a le problème de gouvernance aussi. La gouvernance de ces pays qui, parfois, à cause de la corruption de certains cadres locaux, laissent faire certaines pratiques. On l'a vu notamment dans le cas de certains pays comme le Ghana, que vous avez d'ailleurs évoqué aussi dans votre rapport comme étant l'un des pays les plus affectés par cette pêche illégale. Absolument. Je confirme effectivement que c'est un bon résumé. Le Ghana est un pays qui nous paraît particulièrement affecté par la pêche illégale, ou du moins nous a paru particulièrement affecté par certaines formes de pêche illégale au cours des dernières décennies. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est un pays qui a aussi été sujet à un premier carton jaune de l'Union européenne il y a quelques années de cela, justement pour son manque de lutte, d'efficacité et de volonté dans la lutte contre la pêche illégale, et un second carton qui, si ma mémoire est bonne, a été attribué au pays au cours de l'année 2021. Donc c'est un problème qui reste toujours très présent au Ghana. Nous travaillons de longue date au Ghana. Nous avions notamment été très atterré, si je puis dire, aussi très interloqué par une pratique de pêche illégale qui s'appelait la pratique du saiko, qui en fait prenait la forme de chalutiers qui étaient autorisés à pêcher un certain type d'espèces, mais qui finalement se tournaient vers d'autres types d'espèces, qui étaient des petits pélagiques en l'occurrence, qui sont une des principales sources de protéines pour les régions côtières du pays. Et ces navires-là pêchaient donc ces espèces, et principalement des juvéniles, illégalement, parfois dans des zones illégales, et ensuite transféraient ces espèces en mer sur des pirogues qui étaient chargées de les amener à terre, cela étant déjà préemballé et d'une certaine manière conditionné pour être redistribué à terre. Donc on avait à la fois des activités de pêche illégale dans la façon dont la pêche illégale était menée, les activités de pêche étaient menées, également dans le fait qu'il y avait des transferts d'un navire industriel vers un autre navire, en l'occurrence une pirogue, qui était un acte interdit au Ghana, et ensuite une certaine mainmise sur la distribution de ces produits tant importants pour la sécurité alimentaire du pays à terre. Alors les investigations sur ces pratiques-là continuent quant à savoir si oui ou non ça s'est arrêté au cours des derniers mois. Il pourrait y avoir eu des changements de mode opératoire. Il se pourrait que cette pratique ait été dans certaines régions au moins mise à l'arrêt. Néanmoins, la pêche illégale dans le pays reste une préoccupation pour notre organisation. Il y a quelques jours, il y avait un reportage qui couvrait la situation au Kenya, sur les eaux kenyanes, où est-ce qu'on évoquait le fait qu'il y avait des navires de pêche chinoises qui pêchaient du poisson, qui les réfrigéraient, qui revenaient ensuite les revendre aux pêcheurs locaux qui, évidemment, ne sont plus capables de trouver des poissons dans les eaux. Je crois que c'est la même situation que vous évoquez avec le cas du saiko au Ghana, n'est-ce pas?
Écoutez, je ne suis pas au fait des détails de cette situation au Kenya pour être tout à fait honnête. Néanmoins, ce que vous m'en dites à l'instant me semble effectivement faire écho à la situation ghanéenne. Et je ne doute pas de toute manière qu'un mode de pêche illégale qui est profitable dans un pays ne soit pas tentant pour certains opérateurs plus scrupuleux d'être répété dans d'autres régions. Et les conditions sont terribles sur les communautés qui dépendent de ces ressources. Et quand je dis communauté, c'est non seulement pour évidemment les communautés côtières qui s'en dépendent pour leur sécurité alimentaire, mais aussi pour leur activité économique, puisqu'on a ensuite une mainmise sur toute la chaîne de distribution du poisson par certains opérateurs et individus, qui se traduisent aussi par d'autres opérateurs et individus qui ne trouvent plus d'emploi ou d'activité économique qui autrefois leur assurait tout simplement leur gagne-pain, si je puis dire. Justement, vous parlez d'impact et c'est sur ça que je voulais aussi en venir. Quel est aujourd'hui l'impact de cette pêche illégale sur les communautés? À la lecture de votre rapport, on voit toute une série d'impacts sur l'impact en termes de chômage, en termes de pauvreté, en termes de sécurité alimentaire, même un impact sur les rapports entre les hommes et les femmes, sur le gender, comme on dit souvent. Qu'est-ce que vous avez pu trouver en termes d'impact sur ces activités de pêche illégale, sur les communautés locales africaines? Avant de parler peut-être des communautés locales, je pense qu'il faut aussi penser aux équipages qui sont à bord des navires et qui sont victimes de travail forcé et d'autres abus des droits de l'homme. Je pense que pour eux, l'impact est tragiquement le plus concret et il se passe de commentaires. C'est tout simplement inacceptable ce qui se passe à bord de certains navires. Nous sommes au XXIe siècle et c'est absolument révoltant. Nous y reviendrons justement sur la question des droits de l'homme au sein de ces navires, parce que en introduction, vous aviez dit, dans ces navires, on trouve quand même des équipages qui viennent, même quand on lit votre rapport, on découvre qu'il y a des équipages qui viennent des pays d'Indonésie, des Philippines, etc. C'est quand même assez intéressant de savoir comment on arrive à voir ces équipages-là, tout en sachant qu'en même temps, nous avons des bateaux qui sont dans des zones grises pour lesquelles on ne sait pas, ils battent pavillon chinois ou pas, ils sont sous la responsabilité de qui? Avec toutes les violations de droits de l'homme que vous avez pu répertorier, la question de savoir les autorités et les modes d'action pour y mettre fin deviennent un peu plus complexes. On va y revenir un peu vers la fin de notre émission, mais en termes d'impact sur les communautés, qu'est-ce que vous avez pu trouver? Alors, les impacts sur les communautés de la pêche illégale, ils sont tout aussi révoltants. On a un impact qui est direct sur l'environnement, c'est la raréfaction des ressources et la destruction des écosystèmes. Ça, c'est une évidence. Et on en discutait précédemment, en ce qui concerne notamment les pays côtiers africains, eh bien, par la raréfaction des ressources et par le fait que des ressources qui étaient précédemment pêchées par des pêcheurs artisans sont confisquées d'une certaine manière par ces navires industriels étrangers, eh bien c'est la sécurité alimentaire de ces communautés côtières qui est mise tout simplement à risque. Les moyens de subsistance, j'en parlais, ça se traduit par du chômage, à savoir vous n'avez plus de poissons en mer, vous sortez en mer, eh bien vous ramenez très peu comparé à ce que vous pouvez ramener par le passé, eh bien vous allez peut-être avoir besoin de moins de monde à bord des navires. Les marailleurs et marailleuses à terre, c'est pareil, auront beaucoup moins de travail. Et on en revient là aussi à la question des relations et de l'importance des femmes dans la chaîne de valeur, en particulier en Afrique. On sait beaucoup de marailleurs sont en fait des marailleuses. Et évidemment, par le fait que les chaînes de valeur et de distribution peuvent être confisquées par d'autres opérateurs, eh bien celles-ci n'ont tout simplement plus de gagne-pain comme je le disais. Donc d'une certaine manière, ces pays et régions et les communautés côtières que nous mentionnons là, c'est les premières victimes de la pêche illégale. Elles en subissent des impacts absolument disproportionnés. On va vers une paupérisation. On va sur aussi des communautés qui parfois sont déjà marginalisées, mais qui le sont plus encore parce que, eh bien, elles ne trouvent plus tout simplement de moyens de vivre par cette activité, ce qui peut parfois aussi se traduire par, eh bien, pousser certains à vouloir émigrer, à quitter le pays. C'est une perte très importante pour les pays de la région, en force vive.
Et je pense qu'il faut aussi pas oublier l'impact que cela peut avoir sur les pêcheurs légaux. Et alors là, on a parlé des communautés côtières, d'une certaine manière des pêcheurs artisans, mais on pourrait aussi parler des pêcheurs industriels légaux. Et des pêcheurs artisans, évidemment, qui sont également légaux. Eux subissent une concurrence déloyale de ces acteurs de la pêche illégale qui, opèrent avec des coûts inférieurs parce qu'ils n'ont, par exemple, pas payé de licence, ou alors parce qu'ils vont pêcher dans des zones qui ne leur sont pas réservées, où ils vont pouvoir avoir des espèces qui sont peut-être plus valorisées sur le marché. On pourrait aussi parler de la question des conflits entre pêcheurs artisans et des pêcheurs industriels. Les incursions, par exemple, de navires industriels dans les zones réservées aux pêcheurs artisans, elles se traduisent aussi bien souvent par des engins de pêche artisanaux qui sont détruits par ces navires. Et donc ça, c'est une perte sèche pour les pêcheurs artisans qui pêchent légalement. Ils doivent rentrer en mer s'ils ne sont pas eux-mêmes victimes du reste de ces incidents. Ils doivent rentrer de mer vers la terre pour aller réparer, par exemple, les engins, etc., etc. C'est une perte sèche. Et il faut pas oublier que les États sont eux-mêmes aussi des victimes. Un pêcheur illégal qui va pêcher sans licence, c'est un pêcheur qui n'aura pas payé sa licence à l'État. C'est un pêcheur qui ne va peut-être pas, même s'il a une licence, qui va peut-être pas déclarer toutes ses captures et donc ne sera peut-être pas taxé sur tout ce qu'il va exporter, etc., etc. Donc, on a des conséquences qui se trouvent à tous les échelons de la communauté côtière et des pêcheurs jusque à l'État dans son ensemble par une perte de revenus. Mais les premières victimes sont évidemment les communautés côtières qui se trouvent paupérisées d'une certaine manière et marginalisées plus encore. Elles en subissent vraiment les impacts disproportionnés. Nous avons là une industrie dont les conséquences touchent toute la chaîne d'approvisionnement au niveau local africain, au niveau mondial sur l'industrie de la pêche, les communautés, les acteurs même qui travaillent sur ces bateaux, sur les membres d'équipage, ce qui nous ramène sur la question des droits de l'homme que vous évoquiez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur la situation des droits de l'homme dans ces bateaux, sur les équipages qui font partie de ces bateaux qui accompagnent cette flotte? Alors les équipages, comme je le disais précédemment, sont souvent des équipages d'une certaine manière multinationaux, avec un grand nombre de pêcheurs migrants. Il arrive bien souvent que les postes, on va dire, de commandement à bord des navires, que ce soit le capitaine ou les principaux officiers, sont de nationalité chinoise, ce qui est aussi le cas dans d'autres évidemment flottes. Et ensuite, on a un certain nombre de membres d'équipage qui vont venir parfois des pays côtiers. Donc, imaginons si on se tourne vers par exemple le Sénégal avec des Sénégalais à bord des navires, mais aussi avec beaucoup d'équipages qui viennent de beaucoup plus loin, à savoir effectivement, comme vous le mentionniez, d'Indonésie ou des Philippines. Il se trouve qu'en Indonésie, aux Philippines, il y a une importante main-d'œuvre pour la pêche, on va dire lointaine. C'est une activité économique importante. C'est aussi des gens qui ont un vrai savoir-faire dans les activités de pêche. Et évidemment, qui aussi peuvent être payés moins que ne seraient payés, par exemple, des équipages chinois, pour des raisons évidentes, et on le voit aussi dans d'autres activités économiques. Donc, une forte, on va dire, présence d'équipages et de marins migrants à bord de ces navires, ça veut aussi dire potentiellement des gens qui sont isolés, qui n'ont pas forcément des moyens de recours évidents et faciles en cas de problème. Et tout ça se traduit par effectivement des situations assez tragiques à bord des navires. Comme je le mentionnais tantôt, ça peut être des violences physiques, ça peut être des violences verbales, ça peut être aussi tout simplement de faire des retenues sur salaire injustifiées, de confisquer les passeports, puisqu'au final les gens sont là à bord des navires en tant qu'étrangers, mais ça peut aussi se traduire tout simplement par des conditions de travail qui sont inacceptables. Je crois que dans notre rapport, nous mettons en lumière que certains membres d'équipage peuvent travailler parfois plusieurs heures, et je crois qu'on a des chiffres qui vont jusqu'à 18 heures d'affilée sans avoir la possibilité de se reposer.
mais aussi des conditions de vie, parce qu'il faut pas oublier qu'à bord d'un navire, non seulement on travaille, mais on vit également. On n'est pas censé travailler 24 heures sur 24, mais on est toujours à bord du navire une fois que le service, entre guillemets, est terminé. Et les conditions de vie qui sont dégradantes peuvent se traduire par tout simplement à ne pas avoir accès à de la nourriture propre à la consommation, à de l'eau propre à la consommation. Ça peut aussi se traduire par le fait de ne pas avoir d'espace de vie décent, que ce soit des couchettes ou des sanitaires. Donc c'est un vrai problème. On a recueilli des témoignages qui sont tout simplement effroyables sur des gens qui sont frappés, battus. Il faut pas oublier aussi que c'est des navires qui parfois restent en mer très longtemps. Peut-être pas tant ceux qui pêchent dans les eaux des pays côtiers, mais ceux qui pêchent en haute mer peuvent rester plusieurs mois en mer, ce qui sont aussi facilités par la capacité de ces navires de transborder, c'est-à-dire que le navire qui capture va donner ses captures à un navire de charge qui ensuite les amène au port. En échange, il va parfois récupérer du gasoil, il va parfois récupérer des vivres, ce qui fait que le navire, en quelque sorte, peut rester en mer pendant virtuellement des années, ou au moins plusieurs mois. Et donc les équipages sont là, loin des côtes, sans possibilité souvent de moyens de communication, et au final à la merci d'équipages qui parfois, ou de capitaines et d'officiers qui parfois ne sont pas les plus attentionnés. Je ne sais pas si vous pourrez répondre à ma question, mais c'est une question qui touche un peu à la question, au droit maritime. Tout à l'heure, en début d'émission, on a évoqué le fait qu'il y a une grosse partie de cette flotte qui se trouve dans une sorte de zone grise que les autorités chinoises ne reconnaissent pas parce qu'ils disent, écoutez, on ne leur a pas donné des autorisations. On ne sait pas s'ils viennent de quel pays. On ne sait pas, ils répondent à quelles autorités de quel pays. La question est, dans ce genre de situation, lorsqu'il y a des violations de droits de l'homme, quelles sont les autorités de quel pays sont habilitées à pouvoir agir et prendre des actions pour arrêter ces pratiques? La primauté va à l'état du pavillon. Et effectivement, ça pose un problème quand les statuts des navires ne sont pas clairs. À savoir, vous êtes à bord d'un navire gabonais, battant pavillon du Gabon. C'est le Gabon qui est censé assurer sa juridiction à bord du navire. Et en cas de problème, c'est lui qui doit assumer sa responsabilité. Évidemment, quand il s'agit de problèmes de traite d'êtres humains, on peut aussi se poser la question de la responsabilité de l'État du ressortissant. Si, imaginons à bord de ce navire gabonais, il est question d'un équipage venant du Mozambique, eh bien, peut-être que très probablement le gouvernement du Mozambique s'intéressera à ce qui se passe vis-à-vis de son ressortissant. Mais on en revient à cette problématique de parfois de statut qui n'est pas clair. Quand l'État du pavillon, partons du principe que l'État du pavillon n'exerce pas sa responsabilité sur le navire. Eh ben là, on se trouve dans une situation qui est assez complexe, à savoir que c'est lui qui est censé avoir la primauté et le faire. Et donc, il faut s'en remettre à d'autres. Il faut s'en remettre en particulier aux États du port. Nous, on pousse beaucoup pour ce que l'ensemble des États ratifient et mettent en œuvre un certain nombre de conventions sur justement les conditions de travail et de vie à bord des navires, pour que lorsque le navire arrive dans un port, eh bien, il y ait des systèmes en place pour que les équipages soient pris en charge, qu'il y ait des moyens qui leur permettent de signaler des problèmes, qu'il y ait des moyens qui leur permettent de demander assistance. Ces réseaux existent. Généralement, c'est les réseaux de marins. Ils sont là pour ça. Néanmoins, les acteurs non gouvernementaux, lorsqu'il s'agit d'activités illégales, ils peuvent prêter assistance. Et on travaille beaucoup avec certains de ces réseaux pour essayer parfois de sortir de mauvaises passes des équipages qui sont tout simplement retenus contre leur gré dans des pays ou dans des conditions d'esclavage parfois. Mais on en revient à la responsabilité, à savoir il faut qu'à un moment un État prenne une responsabilité de poursuivre les responsables de ces actions, et c'est en théorie ou du moins en grande partie la responsabilité de l'État du pavillon. Et lorsque celui-ci ne le fait pas, eh bien je crois qu'il faut tout mettre en œuvre justement
pour forcer cet État du pavillon et l'État responsable et éventuellement les autres États responsables à prendre leurs responsabilités. Et ça peut passer notamment par les États de marché qui importent les produits venant de ces navires. Eh bien, tout simplement de dire, écoutez, si vous ne mettez pas en œuvre votre responsabilité, vous ne prêtez pas assistance, vous ne sanctionnez pas, vous n'enquêtez pas, eh bien, nous allons arrêter d'acheter votre poisson, nous fermons notre marché à vos produits, jusqu'au moment où vous aurez démontré que vous mettez en œuvre votre responsabilité et vos obligations, puisqu'il s'agit bien d'obligations sous couvert du droit international. Parlant de responsabilité, je voudrais évoquer la question de la responsabilité des autorités locales africaines dans la situation qui sévit sur les côtes de leur pays. Ghana, Mauritanie, Sierra Leone, Gabon, Kenya, Madagascar. Dans votre enquête, qu'est-ce que vous avez pu découvrir comme étant la part des responsabilités des autorités africaines en termes de laxisme, en termes de mauvaise gouvernance, ou même en termes d'insuffisance structurelle mentionnée un peu plus tôt, ou bien même en termes de corruption qui peut favoriser l'existence de ces flottes illégales sur les côtes de ces pays? Oui, c'est un point très très important. On a beaucoup parlé de la responsabilité de l'État chinois et des autorités chinoises vis-à-vis de leurs navires ou vis-à-vis des navires liés à des opérateurs chinois. C'est indiscutable. Mais il faut pas aussi oublier la responsabilité des États qui accueillent ces flottes. Et là, nous, ce qui nous a particulièrement interloqués dans le cadre de notre recherche, de cette enquête, mais également d'autres, c'est tout particulièrement la responsabilité des États du pavillon qui accueillent, qui donnent leur pavillon, qui nationalisent des navires d'intérêt chinois pour qu'ils puissent pêcher dans leurs eaux. Je pense que tout le monde est bien au fait de la problématique des pavillons de complaisance, à savoir, vous allez donner votre pavillon à un navire qui appartient à une société étrangère et vous n'allez probablement parfois pas le contrôler comme il faudrait le contrôler. Et là, c'est un point extrêmement important. On en revient à la question de la responsabilité, c'est-à-dire que en donnant votre pavillon, vous prenez légalement la responsabilité, mais si vous ne l'assumez pas, eh bien, le navire peut opérer dans des conditions qui ne sont pas du tout à la hauteur des standards internationaux et qui mènent à des activités de pêche illégale ou d'abus des droits de l'homme à bord des navires. Et en Afrique, le Libéria est quand même champion dans ce domaine-là. Alors, il y a plusieurs, effectivement, pays en Afrique qui sont reconnus comme étant des pavillons de complaisance importants. Le Libéria en est un. Le Libéria a de longue date été identifié comme tel. Pas forcément uniquement sur les questions de la flotte de pêche, plus sur la question de flotte de pêche de navires de charge qui transportent le poisson. Et on ne sera pas sans rappeler que le Libéria est justement toujours sous le coup d'un carton jaune, d'un avertissement de la Commission européenne, justement pour son rôle en tant que État de pavillon de complaisance. Mais c'est aussi le cas d'autres États, et ça pose un problème. Et un point sur lequel je tenais aussi à revenir, c'est que si on prend l'exemple d'un certain nombre de pays qui accueillent parmi beaucoup la flotte de pêche chinoise en Afrique de l'Ouest notamment, ça peut être le cas du Sénégal ou de la Mauritanie, il ne faut pas oublier qu'une grande partie de ces navires qui sont des navires d'intérêt chinois ont été repavillonnés en masse dans ces pays pour pouvoir accéder aux eaux. Donc nous, c'est vraiment la question des pavillons de complaisance, une problématique qui nous a touchés, à savoir que d'une certaine manière, ces États sont les premières victimes de la pêche illégale de ces navires qui, fort heureusement, ne concernent pas tous les navires, mais qui en concernent une partie qui semble pourtant significative. Mais ils ont aussi une part de responsabilité dans cette situation en tant qu'État du pavillon qui les accueille. Au-delà de la question des pavillons, il y a aussi la question des États côtiers. Même si vous donnez des licences à un navire qui bat le pavillon d'un État étranger, vous n'êtes pas exempt de responsabilité et vous devez vous assurer que le contrôle est approprié de ce que vous faites sur les activités du navire. Et ça va aussi, on en revient à la même chose pour les États du port et enfin pour les États de marché. Donc les États côtiers, en l'occurrence, si on parle des États côtiers africains, ont une importante responsabilité pour remédier à cette situation.
Ils ont un intérêt, ils ont aussi une opportunité parce qu'ils ont un grand pouvoir en donnant leur pavillon, en donnant les licences. C'est peut-être eux qui sont les plus à même justement de faire bouger les choses et de faire que des améliorations se font, disons, du port, de la zone de pêche et que ça remonte jusque d'une certaine manière au gouvernement central à Pékin et des répercussions positives sur toutes les activités, que ce soit du moment de la capture jusqu'à la commercialisation. Julien, nous sommes en train d'atterrir nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre émission. Cette situation, je l'ai dit au début, dure depuis des années. Nombreux rapports ont été publiés dans ce sens, mais année après année, on constate que le problème demeure et qu'il est toujours là. Qu'apparemment, il y a très peu d'actions qui sont en train d'être menées au niveau des autorités et africaines et chinoises impliquées, et que finalement, ce sont les communautés riveraines, les communautés locales qui justement subissent de plein fouet les conditions, les conséquences de cette pêche illégale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait? Quelles sont les perspectives futures aujourd'hui pour que nous puissions voir le bout du tunnel dans cette situation, pour que dans une année, dans 2 ans, lorsqu'il y aura une autre émission, que nous n'évoquions pas la même situation, qu'est-ce qui peut être fait? Alors c'est effectivement tout ce que j'espère, que l'on n'ait plus à rediscuter de ce sujet-là. Peut-être tout d'abord, je pense qu'il faut pas surnoircir le tableau et il faut pas dire que rien n'est fait, que ce soit au niveau chinois ou au niveau des États côtiers. Comme je le disais tantôt, des pas ont pu être faits au cours des dernières années, des pas en avant, des progrès, mais le problème c'est que l'ampleur de la tâche est immense et il faudrait en faire bien plus et bien plus vite parce que comme vous le disiez très justement, en parallèle, des gens souffrent de cette situation de façon très, très concrète, au jour le jour, et on a donc d'une certaine manière une dissonance entre la réalité sur le terrain et les conséquences de ces activités et la vitesse à laquelle les améliorations se font. Néanmoins, qu'est-ce que l'on peut souhaiter comme perspective et qu'est-ce que l'on peut recommander? Nous, le rapport fait un certain nombre de recommandations, des recommandations même parfois très techniques, qui s'adressent aux autorités chinoises, mais qui s'adressent aussi aux États côtiers, aux États du pavillon, du port et de marché. Je vais pas revenir en détail sur ces recommandations, mais peut-être une seule qui nous paraît très importante et qui est vraiment au cœur de notre action, c'est la transparence. Pour nous, la transparence est la meilleure arme contre le cercle vicieux de la pêche illicite et des violations des droits de l'homme et des droits humains dont on parlait dans le secteur de la pêche, mais aussi la surpêche de manière générale. Et on est convaincu que souvent, par la prise de mesures de transparence, qui sont souvent des mesures simples, des mesures peu coûteuses, qui sont au final à la portée de n'importe quel État, eh bien, on peut révolutionner les choses assez rapidement et avancer vers une exploitation des pêcheries mondiales qui se fasse de façon légale, éthique et durable. Peut-être quelques exemples très concrets. Eh bien, une des mesures de transparence que nous recommandons, nous avons une charte pour la transparence qui en énonce 10 principes. L'une des mesures que nous recommandons, c'est pour assurer d'une certaine manière une meilleure traçabilité de l'historique des navires. Il existe comme une plaque d'immatriculation pour les navires au niveau international, c'est-à-dire que le numéro de l'Organisation mondiale maritime internationale, eh bien, c'est vous attribuez ce numéro à la construction du navire, eh bien, le numéro va suivre le navire jusqu'à sa destruction. Ce qui vous permet de retracer très facilement, c'est enregistré dans les bases de données, etc., de retracer très facilement son historique et de savoir que si, ce navire a été impliqué dans une activité de pêche illégale et ensuite a décidé de changer de nom parce que ça se fait très facilement, a décidé de changer de pavillon parce que ça se fait facilement, eh bien le numéro lui reste et permettra à l'autorité qui va peut-être donner son pavillon ou donner une licence à ce niveau-là à dire ah non, ça c'est le navire que je connais qui a pêché illégalement puisque par l'intermédiaire du numéro j'ai pu le retracer. Donc ça c'est une des mesures. Une autre mesure c'est tout simplement on le disait une opacité dans ce secteur de la pêche mondiale. Eh bien, il existe des systèmes qui permettent de lister les navires et en théorie, tous les États du pavillon et côtier ont accès à ces systèmes. Le système du fichier mondial des navires de pêche que maintient la FAO des Nations Unies.
Eh bien, il suffirait que tous les États du pavillon mettent leurs navires dans ce fichier et dans cette liste, et on aurait une vue bien plus claire de statut des navires et de dire « Ah, ce navire-là est listé auprès de tel État du pavillon. Ah, par contre, celui-ci n'est pas listé auprès de cet État du pavillon. Eh bien alors, son statut n'est pas clair. Il faut focaliser nos inspections là-dessus, etc., etc. » Donc, c'est tout un certain nombre de mesures de transparence qui s'appliquent évidemment en particulier aux États, mais aussi à tous les autres acteurs, et que l'on pense être bénéfique pour tous les acteurs, c'est-à-dire les acteurs étatiques, la chaîne de valeur, la société civile. Quand je dis la chaîne de valeur, je dis c'est important pour protéger les chaînes de valeur de ces produits illégaux. Et aussi, eh bien, sur tous les plans, à savoir le plan de la soutenabilité des activités, de la bonne gouvernance, aussi d'un level playing field, comme on dit en anglais, entre les opérateurs, à savoir que tous les opérateurs vont opérer sous les mêmes règles et dans une transparence. Et, comme on en a beaucoup discuté aujourd'hui, des mesures de transparence qui permettraient de lutter plus efficacement contre la pêche illégale en très simplement permettant de vérifier le statut des navires, de vérifier à qui les navires appartiennent, donc de pouvoir tenir pour responsables les opérateurs, etc., etc. Donc peut-être par ces mesures de transparence, on pourra arriver à un changement radical. En tout cas, nous, c'est ce qu'on croit dans la lutte contre la pêche illégale. Et d'ici 2 ans, ne plus avoir à en reparler comme nous en avons à reparler malheureusement aujourd'hui. Donc, Julien, si nos auditeurs veulent vous suivre ou entrer en contact avec vous ou avec votre ONG, comment on vous trouve sur Internet, sur les réseaux sociaux? Comment on fait? Alors, vous pouvez nous trouver effectivement sur la plupart des réseaux sociaux et sur Internet. On a un site web qui, évidemment, compile tous nos rapports, nos vidéos. C'est egfoundation.org. Et également, vous nous trouverez à partir de ce site web sur les réseaux sociaux. Il y aura les liens pour aller vers notre Facebook, notre Twitter. Et en ce qui me concerne, mon Twitter, c'est Judodu, donc J-U-D-A-U-D-U. Donc voilà. C'est sur ces mots d'espoir et ces recommandations que nous mettons fin à notre entretien. Julien Dodu, merci beaucoup pour votre temps. Je rappelle que EJF, Environmental Justice Foundation, a publié lundi 4 avril un rapport sur la cartographie de la flotte de pêche chinoise dans les hautes mers. Nous allons placer un lien juste en bas de la page pour que vous puissiez avoir accès au contenu du rapport. C'est un rapport très fascinant et très instructif qui nous donne un peu une lumière sur les pratiques de pêche illégale, non seulement dans les eaux territoriales d'Asie, mais aussi surtout en Afrique, où est-ce que l'on voit les conséquences de cette pêche dans les communautés locales, dans les pays qui subissent cette activité-là. Julien, merci beaucoup. Je vous remercie. C'était là notre entretien avec Julien Dodu, chargé de plaidoyer et de programme au sein de Environmental Justice Foundation. Comme vous avez pu le constater, la thématique de la pêche illégale menée par les navires de pêche chinoises est une thématique assez sérieuse. Le problème demeure parce qu'il existe déjà, ça fait plus d'une trentaine d'années. La question a été couverte par de nombreux rapports d'ONG, de gouvernements, d'organisations internationales. Mais très peu réellement est fait sur le terrain et nous continuons toujours à voir l'impact négatif de ces opérations, de ces activités sur les communautés locales, sur les communautés africaines qui vivent cet impact dans leur quotidien de tous les jours. Et c'est ça le véritable défi aujourd'hui, le défi de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance que doivent mener les autorités africaines pour pouvoir justement mettre en place les mécanismes qui permettent de gérer ces questions. La bonne gouvernance aussi en termes de coopération internationale entre la Chine qui est incriminée et les États africains, de mettre en place des coopérations pour pouvoir justement gérer ces questions de façon efficace et de façon responsable. Parce que si cela n'est pas fait, il y a des milliers de communautés africaines qui continueront à subir les conséquences de cette pêche illégale, de ces activités illégales. Par rapport aux autorités chinoises, je tiens ici à rappeler l'engagement qui a été pris par les autorités chinoises lors du FOCAC de 2018. Je l'ai mentionné lors de l'émission. C'est dans la section 3,
point 5, point 6 du plan d'action du FOCAC, lorsque la partie chinoise déclarait ceci: la Chine soutient l'Afrique dans le renforcement des capacités d'application du droit maritime et de protection de l'environnement afin d'assurer la sécurité des ressources maritimes et de promouvoir le développement et la coopération maritime dans la promotion d'approches durables, efficaces sur le plan environnemental, social, économique grâce à l'économie bleue. La Chine avait pris un engagement vis-à-vis des États africains de pouvoir justement les accompagner dans le respect du droit maritime, dans le respect dans le respect et dans les pratiques de gestion environnementale responsable des ressources naturelles qui viennent des eaux. Si cela n'est pas fait, si les autorités africaines ne saisissent pas l'opportunité et l'engagement qu'a donné la Chine de pouvoir accompagner cela, nous continuerons toujours à vivre ce fléau sur le continent et des milliers, comme je l'ai dit tout à l'heure, des milliers de familles africaines continueront toujours à être impactées négativement par ces opérations. Permettez-moi ici, avant de finir, de vous rappeler quelques chiffres qui sont mentionnés dans le rapport que IGF a publié. IGF a trouvé par exemple que il y avait, rien que sur l'année 2020, il y a eu à peu près 2,35 millions de tonnes de poissons pêchés par les navires de pêche chinoises, qui représentent à peu près 50% de la consommation totale de 50% de la consommation totale de capacité des pêches d'un pays comme le Ghana, par exemple. Donc, vous avez là des situations qui sont réelles, qui impactent la vie de milliers de personnes. Et donc, comme sur les questions minières, comme sur les questions des ressources qui touchent au bois, il est important qu'il y ait une gouvernance sérieuse qui soit mise en place par les autorités africaines, justement, pour enforce, comme on dit en anglais, pour mettre en application des lois, des mesures, pour pouvoir justement mettre fin à ces pratiques-là. Aux autorités chinoises qui nous écoutent, notamment en Afrique, nous espérons qu'ils vont s'engager davantage à accompagner non seulement les États africains, mais aussi à regarder de leur côté et de régulariser la situation de plusieurs de leurs bateaux qui commettent des méfaits, qui commettent des crimes de violation des droits de l'homme et de pêche illégale sur les côtes africaines, mais aussi ailleurs. Voilà. C'était là notre entretien avec Julien Dodu. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Afrique Chine. La discussion continue en ligne. Rendez-vous sur facebook.com/AfriqueChine pour partager vos réflexions et réactions sur l'émission. Et sur Twitter, Afrique Chine, Afrique avec un K, pour participer à nos espaces de discussion. Vous pouvez aussi suivre Géraud sur Twitter, sur Christian Géraud, en un seul mot. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre bulletin d'information bi-hebdomadaire en ligne sur l'actualité de la Chine en Afrique en allant sur www.projetafriquechine.com/s'abonner.